Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Expression Libre, émission qui vous permet de regrouper tous les sujets d'actualité, de pouvoir les mettre sur la table afin de les discuter avec nos différents invités. Comme vous le savez, aujourd'hui, le droit se présente comme la seule alternative pour la régulation de la vie en société, raison pour laquelle, comme prévu depuis hier, nous avons annoncé via différents réseaux sociaux la tenue d'une émission avec un expert des questions de droit juridique privé, acteur politique indépendant aussi, peut-être dans les jours à venir, candidat à l'élection législative provinciale dans la circonscription d'Indjili. Alors pour ces jours, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau de Mangouste Info, Maître Desgrâces. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Très bien habillé. Merci beaucoup. Vous le savez, aujourd'hui, nous avons annoncé comme prévu ce thème. Quelle chance pour l'état de droit sous les rênes de l'IDPS. C'est un parti politique qui a milité pour l'arrivée de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est depuis 1982 que l'IDPS a été créé. Il a reçu son agrément en 2009 sous les rênes de Joseph Kabila pour devenir un parti politique. Il a milité pendant 37 ans aujourd'hui pour l'arrivée de la démocratie, de l'état de droit, et autour de ces concepts que nous allons aborder les grandes questions qui les concernent avec Maître Desgrâces Mouteba. Nous aimerions déjà, d'entrée de jeu, que vous puissiez nous aider à faire un aperçu sur l'état de droit. Qu'est-ce que vous entendez en tant que juriste par état de droit? Merci d'abord, je suis très honoré par votre invitation. Mais avant d'aller cyberquatique pour aborder la question, je vais un peu rappeler que notre pays est ces derniers temps agressé par le Rwanda. Et le Rwanda agresse la République démocratique du Congo sous la casquette du groupe terroriste M23. Et il faut aussi rappeler, parce que je vois l'information est mal répandue, les Congolais n'ont pas un problème avec les Rwandais, mais nous, le problème, c'est ces bandits ou parfois ces criminels de Kagame. Vous voyez, je n'ai pas une casquette diplomatique pour avoir peur, donc je suis un libre penseur. Kagame, les problèmes avec ces criminels de Kagame et pas avec le Rwandais. Merci pour la question. L'état de droit, s'il faut le définir, l'état de droit, c'est une théorie qui est inventée par Hans Kelsen depuis à partir du début du XXe siècle. Hans Wencken disait l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est celui où tout le monde respecte les règles juridiques établies. Vous voyez? S'il faut les définir, moi personnellement, il faut d'abord commencer à définir le concept pour faire comprendre au moins les gens qui nous suivent. D'abord, il faut commencer par le droit, l'État. L'État est créé par la Convention panaméricaine de Montevideo. Et la Convention prévoit 4 éléments constitutifs de la création de l'État, à savoir les territoires, la population, le gouvernement et la souveraineté. S'il faut définir le droit, nous allons le définir dans des sens, parce que le droit, c'est vraiment un terme qui est polysémique. D'ailleurs, un professeur de la place, je cite le professeur Jacques Njoli, dit « Définir le droit en soi est une interrogation décourageante ». Donc s'il faut les définir, il faut aller au sens objectif, soit au sens subjectif. Au sens objectif, le droit, c'est l'ensemble de règles. C'est l'ensemble de règles ou de normes qui sont prévues dans un État et qui sont surveillées par le pouvoir public sous la menace de la sanction publique, à vue de prévoir dans les rapports humains l'ordre le plus favorable au bien commun. Tandis qu'au sens subjectif, nous parlons de l'ensemble des prérogatives appartenant à une seule personne ou à un groupe de personnes. Vous voyez, ce sont au moins les termes qui vont nous faciliter à comprendre ce qu'on appelle état de droit. Selon la théorie de Hans Kelsen prévoyait au moins les caractéristiques d'un état de droit. Comment savoir qu'un état est un état de droit? Vous voyez, il y a d'abord, Hans Kelsen a prévu la hiérarchisation de normes. Donc on doit voir un état, dans un état où les règles sont hiérarchisées.
Deuxièmement, nous devons savoir ou voir dans un État le pouvoir est séparé. Et là, la théorie qui a été inventée par M. Montesquieu, qui a prouvé la séparation du pouvoir, entre autres le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, bien entendu. Ce sont au moins les caractéristiques d'un État de droit. Donc, un État où tout le monde respecte la loi. Mais s'il faut conformer maintenant ces notions avec les règnes de l'IDPS, je dirais actuellement il y a vraiment un avancée significatif à ce qui concerne l'état de droit. De prime abord, dans notre constitution, l'article 1er le dit ouvertement, la République démocratique du Congo est dans ses frontières un état de droit. Voyez? Et avec les régimes qui sont passés actuellement avec le règne de l'IDPS, nous voyons le ministre qui sont interpellés, nous voyons le magistrat qui sont révoqués. Exactement, Maître Desgrâces, nous allons en arriver. Et vous avez fait un bref aperçu sur l'état des droits. Déjà, vous avez établi les vérités juridiques en relation avec l'État. Qu'est-ce que nous devons comprendre par État? Et vous avez aussi épinglé de l'autre côté une définition à la fois subjective et objective du concept droit. Alors, il y a un professeur de la place, je cite le professeur Fouamba, lui, qui affirme qu'avant de parler de l'état de droit, pensez d'abord à devenir un État. Vous parlez de la Convention panaméricaine de Montevideo de 1933 qui reprend les éléments traditionnels et constitutifs d'un État. Vous avez parlé des 4 éléments. Alors nous aimerions savoir, selon votre intime conviction en tant que juriste, si tous ces éléments sont regroupés pour enfin parler de l'état de droit en République démocratique du Congo en ces jours. Ouais, je dirais oui, parce que c'est d'ailleurs à comprendre à l'ENI, parce que les éléments, 4 éléments que je venais de citer, nous avons les territoires et la République démocratique du Congo a un territoire qui est d'ailleurs béni, un territoire envié par plusieurs États d'Afrique, pourquoi pas du monde. Et nous avons la population, nous sommes, toi et moi, nous sommes Congolais, vous voyez. Et la 3e condition, nous avions parlé du gouvernement. Nous avons un gouvernement en République démocratique du Congo. La question qui doit être vraiment débattue... Et vous ne parlez pas de la souveraineté? Non, c'est pourquoi je disais la question qui doit être vraiment débattue à fond, c'est la souveraineté. Et là, il faut savoir, est-ce que la République démocratique du Congo est souveraine pour les moments là? C'est ça la question. Bon, parce que tous les signaux sont clairs que la République démocratique du Congo n'est pas un État souverain dans la mesure où toutes ces mallettes économiques sont tournées vers l'extérieur. En fait, et qu'elles dépendent de tout venant de l'extérieur. En fait, la République démocratique du Congo est déjà un pays indépendant depuis 1960. D'ailleurs, je rappelle que hier, nous avions fêté le 62e anniversaire de notre indépendance. La République démocratique du Congo est un pays africain, vous voyez. Plusieurs de pays africains bénéficient ou parfois trouvent toujours les ressources ailleurs. Vous voyez, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la France. Nous avons quand même des choses qui viennent de là, nous dépendons de l'extérieur. Mais cela ne veut pas dire que la République démocratique du Congo n'est pas un pays indépendant, parce qu'en République démocratique du Congo, je vous disais aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en cours de création. D'ailleurs, le jour à venir, avec le président Tshisekedi, bien entendu, nous n'allons plus dépendre de l'étranger. Et vous voyez, on a commandé les bateaux de pêche, vous voyez, on a commandé les avions, et maintenant, là, on va commencer à pêcher nos poissons dans nos lacs. Comme ça, on ne va pas dépendre de Nairobi, là où on nous va. Beaucoup des atermoiements, beaucoup de soubresauts, beaucoup de reports, de procrastination, parce que cette décision gracieuse du président Tshisekedi a scellé devant tous ces pêcheurs, a été tombé et amélioré. Pourquoi tous ces soubresauts? Parce qu'aujourd'hui, la République entière du Congo dépend de tout. Même les denrées alimentaires aujourd'hui sont
sont importés. Alors pourquoi parlez-vous de l'indépendance, sachant que tout vient de l'extérieur? Vous avez même vu le président Tshisekedi prendre une décision selon laquelle l'armée congolaise devait s'organiser, et nous avons vu Uhuru Kenyatta lui aussi prendre une décision qui, à mon sens, avait emporté par rapport à la décision du président Tshisekedi. Et je venais de le rappeler, nous sommes un pays africain et nous sommes en voie de développement. Vous voyez, les choses ne tombent pas directement du ciel. Le président Tshisekedi venait de dire dans sa sortie médiatique, je crois, à Lodja, il a dit Mboka ici et Koufanango. Depuis qu'il est au pouvoir, je crois, il a géré cette une année parce qu'au début, il était en relation ou en coalition avec nos amis de FCC. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a une année, depuis que le gouvernement Samaloko est en place, ici nous parlons du pouvoir ou du règne de l'UDPS. L'UDPS a trouvé le pays, ou le président Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Nous sommes en train de travailler comment le soutirer dans cet état. Petit à petit, parce que tout ne tombera pas du ciel. Nous travaillons, on a commandé des bateaux de pêche et nous laissons l'état de temps avec la volonté qu'incarne en nous, et puis nous espérons que les choses vont s'évoluer parce que nous ne sommes pas, nous allons dire ouvertement, totalement indépendants. Nous dépendons de l'étranger, mais avec le temps, comme je venais de le dire, bien entendu, nous n'allons plus dépendre de l'extérieur. Le président Tshisekedi va mettre, avec son gouvernement de warriors, en place le mécanisme pour que nous ne puissions plus dépendre de l'extérieur. Donc c'est tout un programme qui est déjà mis en place. Nous allons y arriver, merci. Exactement, vous affirmez que l'indépendance sera totale dans les jours à venir. Donc cela voudrait dire qu'actuellement la République démocratique du Congo n'est pas totalement indépendante. Alors, vous avez parlé des éléments constitutifs. Nous n'allons pas seulement parler de la République démocratique du Congo parce que dans le monde, il y a toujours des relations Oui, les libres-échanges. Même la France n'est pas totalement indépendante. Donc, d'une manière, elle dépend aussi de la Chine, elle dépend aussi des États-Unis. Donc, même avec la République démocratique. Exactement, mais les professeurs dont vous avez fait mention précédemment, le professeur Jacques Njoli, lorsqu'il parle de la souveraineté d'un État sur le plan des droits internationaux, il dit que c'est sa capacité à préserver les décisions prises en son sein. Mais nous voyons à chaque fois que la République démocratique du Congo, via son gouvernement, ou soit le président de la République, les chefs de l'exécutif, prendre une décision. Cette décision est souvent contestée par des instances internationales et il s'est fait qu'il y a un revirement des situations. En fait, nous devons savoir une notion en droit international. Il existe un principe, pas de personne servante. Donc, tout État est indépendant sur le plan international. Vous voyez, nous avons la relation la relation pas de subordination, mais on a la relation de collaboration. Il n'y a pas un État qui doit donner à un autre les impulsions sur le plan international. Mais seulement les États sont soumis aux règles qu'ils ont et même signés sur le plan international. Il y a des contrats qui se font sur le plan international. Une fois que les États signent ces contrats, ces derniers s'appliquent automatiquement des États. Et puis nous avons les États qui adhèrent dans des organisations internationales. Vous voyez, c'est tout à fait normal que le président Tshisekedi soit contrecalé par certaines instances internationales parce que nous sommes dans la scène internationale, nous avons les Nations Unies, nous avons plusieurs organisations internationales, nous avons un droit international qui n'est pas à confondre avec le droit national. Donc lorsque vous voulez agir sur le plan international, il faut respecter les règles qui sont établies. Ouais, une fois que vous venez pour prévoir une décision qui soit contraire à une règle déjà établie sur le plan international, on doit vous interpeller. C'est un peu ça, ce n'est pas qu'un État s'élève pour intercaler ou contrebalancer les pouvoirs de Tshisekedi sur le plan interne. Mais c'est ce que nous sommes en train de voir avec nos différents gouvernements ici en République démocratique du Congo. Et l'état pratique. Je vous ai parlé du contingent de militaires qui doit s'installer à l'est de la République démocratique du Congo. Et déjà, ce n'est pas voulu par la majorité du peuple congolais, mais on remarque que le président était du même avis que sa population, mais il y a une sorte de revirement de situation lié à la prise de position de M. Uhuru Kenyatta.
En fait, ici, nous parlons d'ailleurs de prime abord, je parlais de l'agression rwandaise. Vous savez, en droit international, surtout la création même des Nations Unies, c'était pour préserver la paix et la sécurité internationale. Vous voyez? Et il y a plusieurs voies pour arriver à la guerre ou parfois aller à la force. Donc, il faut user d'abord de voies diplomatiques. Il faut user de voies diplomatiques entre la conciliation, nous avons la médiation, nous avons plusieurs procédures pacifiques sur le plan international. Donc, une fois, le président de Tshisekedi ne peut pas, à son tour, prendre des décisions directes qui vont toucher l'agression ou vont toucher la force directement, parce que ça sera contre les règles établies par les Nations Unies. C'est pourquoi vous le voyez, il est calme, mais il contrôle la situation. Il est très calme, il contrôle la situation, il ne veut pas user de la force. Il ne veut pas user de la force pendant que sa population est meurtrie, sa population est assassinée et aussi de tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a des rapports mapping de 97 en 2003 aujourd'hui, plus de 581 pages relatant l'histoire de l'agression, des assassinats à grande échelle. Et aujourd'hui, la partie est de la République du Congo est considérée comme la zone la plus meurtrière du monde, mais le président ne veut pas utiliser la force. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent? Monsieur le journaliste, je crois que vous aviez suivi l'adresse à la nation qu'a fait notre président Tshisekedi Tshilombo, et je crois hier, il a dit que l'État de siège, parce qu'il agit déjà, il ne laisse pas voir ses compatriotes être blessés au front et violés. Vous voyez, il a décrété d'abord l'état de siège à l'Itour. Pourquoi? Pour contrôler la situation, bien entendu. Vous voyez d'abord le résultat de l'état de siège. Avant, nous ne connaissions pas la position du Rwanda. Aujourd'hui, nous savons que le Rwanda nous agresse. Avant, nous connaissions seulement les groupes terroristes, entre autres les M23. Mais aujourd'hui, avec l'état de siège qu'a décrété le président Tshisekedi, voyons, nous connaissons maintenant l'ennemi qui est devant nous, le Rwanda, et nous les dénonçons sur le plan international. Mais le président Tshisekedi, à son tour, allais-je dire, use d'abord de voies diplomatiques. Moi, personnellement, je suis d'accord avec la proposition qu'a donnée M. Mouzitou, le président du parti Nouvel Élan, qui a proposé qu'il y ait la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi il faut construire un mur entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Moi, je suis d'accord avec lui. Nous ne devons pas d'abord mettre le mur. Il faut d'abord frapper le Rwanda. Moi, je suis d'accord avec la guerre contre le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Si nous suivons même le classement de forces militaires en Afrique, nous voyons la République démocratique du Congo est 11e. Tandis que le Rwanda ne se retrouve même pas dans le top 40. Vous voyez? Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas hausser la voix devant la République démocratique du Congo. Je vais dire, la République démocratique du Congo a plus de 200 agents de troupes. Or, le Rwanda en a que 50. Si la République démocratique du Congo plaçait seulement 100 000 agents de troupes devant le Rwanda, là, le Rwanda ne va pas tenir. Après avoir le frappé, c'est à ce moment-là que nous allons clôturer, nous allons mettre le mur. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'espace parce que notre frontière avec le Rwanda est beaucoup plus occupée par le lac Kivu, qui a une superficie de 2700 km au carré. Là, il faut clôturer juste la partie terrestre, c'est tout à fait normal. Exactement. Après avoir frappé le Rwanda, bien entendu. Oui, nous avançons. Avant d'arriver à la théorie des Bretons, ces brillants juristes français, nous allons vous donner une minute en parlant de la diplomatie. En fait, il y a un jeune universitaire qui a affirmé à la télévision que la diplomatie est un jeu déloyal, où tout le monde s'approche de l'autre avec une puissance. Les rapports de force sont permanents. Mais pourquoi aujourd'hui, en termes de rapports de force, je vais vous dire, la République démocratique du Congo a plus de 151 000 militaires, le Rwanda a un effectif de plus de 3 000 militaires. Aujourd'hui, économiquement parlant, la République démocratique du Congo a dévancé le Rwanda. Aujourd'hui, en termes
des rapports de force, la République démocratique du Congo a grimpé les échelons. La Convention de Genève de 1951, le 21 juillet, reconnaît que toute intrusion sans l'autorisation préalable de l'État victime est une déclaration de guerre. Alors, l'État qui en est victime doit ipso facto répliquer. Mais pourquoi aujourd'hui cette diplomatie tend toujours à faire croire à l'opinion nationale et internationale qui a montré ses limites? Plus de conversations, on a eu plus de 54 dialogues depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'ont abouti à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ne peut pas comprendre que nous, la population, nous demandons juste une chose, la guerre, dans la même logique que vous l'avez dit? En fait, le président Tshisekedi a tout un cabinet, et il a tout un cabinet, c'est d'ailleurs la première institution de notre pays. Il veille d'abord sur la respectabilité de la Constitution, il veille aussi sur le bon fonctionnement des institutions comme les prévoit l'article 69 de la Constitution. Là, ce sont les propositions que nous faisons. Comme moi, personnellement, je propose qu'il y ait la guerre, la RDC contre le Rwanda. Il faut que ce petit pays, le Rwanda, soit d'abord frappé par la République démocratique du Congo. Comme ça, il y aura perte et puis nous allons mettre un mur comme ça. On arrête avec les relations diplomatiques. Le président Tshisekedi n'est pas naïf. Il va mollo mollo. Il va mollo mollo. Vous avez vu la communication qu'avait faite notre ministre de la Communication, je cite Patrick Mouyaya. Et on a suspendu déjà les avions rwandais. Les avions rwandais ne vont pas atterrir en République démocratique. Mais les relations diplomatiques ne sont pas interrompues. En fait, nous évoluons avec la diplomatie, nous évoluons avec les temps. Vous voyez, les sanctions sont progressives. Vous voyez, les sanctions sont progressives. Je disais bien, le président Tshisekedi n'est pas naïf. Il sait ce qu'il fait, c'est lui le garant de la nation. Il sait ce qu'il fait, mais une certaine opinion affirme que les savoir ce qu'il fait est en train d'endommager de plus en plus notre pays parce que récemment il vient de signer un accord commercial avec le Rwanda en ce qui concerne les gisements de l'or de Chilomoto. Pendant que nous sommes dans une logique de conflit entre le Rwanda, pourquoi ne pas résilier ces contrats ou cet accord commercial? Parce que ça porte à croire que nous sommes en train de ravitailler l'ennemi de la... Nous devons savoir ce que les gens qui sont agressés ou parfois la population, bien sûr la population est agressée, mais parfois elle ne sait pas les retombées de la guerre. Vous voyez, qu'est-ce que nous allons bénéficier après la guerre? Quelles seront les conséquences après la guerre? Donc le président Tshisekedi, je rappelle, il n'est pas naïf. Il a tout un cabinet de savants, de gens qui sont intelligents et il sait ce qu'il fait. Donc on évolue tout à petit, nous ne pouvons pas aller directement avec la guerre et puis rompre toutes les relations parce qu'on ne sait pas la suite. Vous voyez, lui-même est en train d'étudier avec son gouvernement, étudier les conséquences de la guerre et puis comment il va évoluer avec le Rwanda si ce pays sera toujours têtu vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je cite les Bretons, ces fameux juristes, il fait la distinction des deux types d'état de droit. Il parle de l'état de droit formel et de l'état de droit substantiel. Dans l'état de droit formel, il affirme qu'il y a respect de la hiérarchie des normes, et notamment la Constitution, dans la pyramide normative des sources du droit. Et de l'autre côté, lorsqu'il parle de l'état de droit substantiel, il affirme qu'il doit y avoir respect des droits de l'homme, les libertés publiques et la séparation de pouvoir. En fait, tous ces mécanismes, selon les Bretons, affirment et confirment qu'en réalité, il y a état de droit dans ces pays. Au regard de tout ce qui se passe, des sagas judiciaires que nous sommes en train de vivre au quotidien sous les règnes des l'IDPS, est-ce que vraiment on peut affirmer qu'il y a la présence la présence remarquable de l'état de droit, mais dans son versant substantiel, en République démocratique du Congo, sous les règnes de l'IDPS? Bien entendu, l'état de droit est le mieux en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler des libertés publiques, séparation de pouvoir et des droits de l'homme. J'y arrive. Toutes les conditions là, je les ai quand même soulevées au début de ma prise de parole. Vous voyez, toutes les conditions pour un État là, ils sont déjà remplies pour la République démocratique du Congo. Nous voyons aujourd'hui, il y a la séparation de pouvoir. Le président de la République, qui est dans le pouvoir exécutif,
ne part même pas dans le pouvoir judiciaire pour donner des impulsions. C'est ce qui se faisait dans d'autres règnes. Mais il ne part pas, il reconnaît à Goma, avec nos confrères des Jeunes Afrique, des conseillers, ces conseillers allaient pour instrumentaliser la justice. Et là, c'est ce que les communs des mortels disent. Non, c'est le président de la République qui l'a affirmé. Écoutez, il faut que je sois au moins protégé parce que vous ne me laissez pas vraiment le temps de... Je suis juste en train de mettre des paroles dans votre bouche, ça vous pose juste des questions. Juste au fond de mon raisonnement. Et vous voyez, je disais avant, même avec le règne de Kabila, vous voyez, il y avait un état des intouchables. Il y avait une catégorie de gens qui étaient intouchables et il y avait d'autres qui étaient touchables. Avec Tshisekedi, cette façon de faire n'existe plus, vous voyez. Tu peux être ministre, il a dit ça d'abord lors de sa campagne électorale. Pourquoi Mbokebeba? Il a dit ça à Lingala. Pourquoi Mbokebeba? Pourquoi? Parce que Mokonzi wa azali kolo ya bandi koyiba. Siko tanga bandi koyiba, batu nyonso baza na scène ya bandi kosala nini? Bakozala pe bandi koyiba. Siko Mokonzi aye alobi nga na koyiba te, mais o koyiba osala nini? Akota na kasho, vous avez vu avec vos yeux comment son directeur de cabinet a été livré. Son directeur de cabinet a été livré. Les ministres qui sont dans l'union sacrée, sa famille politique, sont livrés à temps et à contre-temps. Ce qui veut dire que non, il n'y a plus un régime des intouchables, des touchables. Tout le monde, quand vous volez et quand vous détournez l'argent de la République, ou parfois vous posez des actes qui sont contraires à la loi, vous allez répondre devant la justice, sans que cette dernière soit instrumentalisée par une personne quelconque. Vous voyez, c'est vraiment une avancée significative que nous avons dans notre pays. Exactement. Aujourd'hui, en parlant des respects des droits de l'homme, nous avons vu Davin Kalala, militant du parti SID, être sauvagement assassiné à la 10e rue. Jusqu'aujourd'hui, le SID est en train de réclamer un procès équitable comme composante d'un état de droit. Et en parlant des libertés publiques aujourd'hui, les répressions policières sont disproportionnées comme au temps de l'ancien régime. Je cite le régime de M. Joseph Kabila. Vous parlez aujourd'hui de la séparation de pouvoir. Jamais nous avons vu dans notre cieux, parlant des grandes démocraties, les États-Unis, la France, le président de la République dit que je vais instruire à l'Assemblée nationale, je vais instruire le Parlement. Jamais nous avons entendu pareille chose, mais pourquoi vous vous obstinez à croire que c'est l'avènement de l'état de droit, et surtout que vous êtes en train de dire que nous les vivons déjà pendant qu'une certaine opinion affirme que c'est une utopie lointaine. Vous savez, l'état de droit, c'est les devoirs, mais aussi le droit. Vous voyez, en République démocratique du Congo, le problème c'est que nous ignorons les devoirs, mais nous reconnaissons juste le droit. Vous voyez, là où tes droits se limitent, c'est là où les droits d'une autre personne commencent. Vous voyez, le mal avec les Congolais, c'est que nous allons au-delà. La liberté d'expression devient les injures. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Pierrot Louara. Louara, c'est monsieur. Je ne maîtrise pas son nom. Au lieu, il se cache derrière la liberté d'expression pour offenser les autorités de la République démocratique du Congo, parfois les autorités établies. Vous voyez, là, ça devient ce qu'on appelle le libertinage. Le libertinage, donc ça ne peut pas se concevoir, même en France, même aux États-Unis, là où il y a un état de droit déjà évolué. Donc, nous devons respecter les devoirs ou les obligations qui sont établies par la loi pour que nos droits soient aussi reconnus. Vous voyez, la liberté de manifestation est reconnue par la Constitution. Ce sont des droits qui sont vraiment sacro-saints, qui sont prévus et protégés par la Constitution. Et il faut que ça soit isé dans le limite des règles qui les prévoient. Donc il ne faut pas aller au-delà. Si vous allez au-delà, vous violez quand même les règles, d'autres règles qui sont établies, et puis la conséquence sera la sanction, et vous allez vous présenter devant les autorités judiciaires. Là, vous n'allez pas dire que M. Tshisekedi est un dictateur. Donc il faut au moins respecter les règles qui sont établies. De plus en plus, nous avons tendance que les courroux, les glaives
des lois de la République s'appliquent que sur ceux qui gênent les pouvoirs. Je parle des opposants, vous avez parlé des Pero Luara, mais aujourd'hui nous avons écouté, suivi une vidéo au cours de laquelle les secrétaire général du parti présidentiel, je cite M. Augustin Kabouya, affirmait que nous allons remettre des armes aux gens pour pouvoir protéger les régimes. Mais nous ne l'avons pas vu être inquiétés par la justice. Je vais citer Robert Badinter, c'est grand juriste français, il a dit que la liberté d'expression, non, en fait, la liberté d'expression jusque dans ses excès demeure un droit fondamental sur lequel repose la démocratie. Pourquoi aujourd'hui cette liberté d'expression est devenue à géométrie variable? En fait, ce que dit le secrétaire général de l'UDPS n'est pas contre même les règles internationales. Pourquoi je dis ça? Parce que même je disais, la Nations Unies a reconnu l'autodétermination du peuple. Voyez? Lorsque le peuple souffre, le peuple est agressé, il peut s'autodéterminer pour défendre son intégrité territoriale, ou parfois ses droits qui sont violés. Et je ne vois pas là où pêchent les propos de M. Augustin Kabouya. Même lorsqu'il peut remettre des armes, où est-ce qu'il aura des armes? Non, remettre des armes, ça veut dire quoi? Le gouvernement, si là on parlait de l'agression rwandaise, bien entendu. Si parfois l'agression rwandaise continue, c'est probable que nous puissions remettre, moi d'ailleurs je le confirme. En quelle qualité? Non, pas, ça c'est une opinion, il est libre parce qu'il ne contredit pas le loi. J'ai parlé de règles des Nations Unies, il y a même l'article 2 de l'acte, j'ai dit l'acte créant les Nations Unies, la charte des Nations Unies à dire, qui prévoit l'autodétermination du peuple. Le peuple peut user de toutes les voies possibles pour défendre son intégrité territoriale. Si l'agression continue, on va s'organiser avec le gouvernement congolais, remettre les armes à la population, comme ça on va agresser ou parfois répondre à l'attaque que fait le Rwanda. Et puis je rappelle que l'attaque sera disproportionnelle parce que le Rwanda n'a pas même une bonne population pour combattre la République démocratique du Congo. Exactement, aujourd'hui vous parlez de l'autodétermination du peuple à pouvoir défendre l'intégrité territoriale de leur patrie, de leur nation. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons des procès à la télévision, notamment les procès 100 jours, aujourd'hui qui s'est soldé à ce que les Kinois appellent les tombeaux est vide. Vital Kamerhe à l'extérieur, nous avons vu Jean-Willy Wenga, l'ex-directeur de l'OVD, avec 66 millions, selon des prétentions du ministère public aujourd'hui à l'extérieur. Nous avons aujourd'hui vu Jamal à l'extérieur. Nous avons vu ces procès nous prendre 2 ans. Aujourd'hui, l'un des procès les plus médiatisés de ces 2 dernières décennies. Quelle est votre appréhension juridique quant à ces faits? Les détourneurs sont à l'extérieur. Aujourd'hui, qui paiera pour l'argent détourné? Je disais d'ailleurs, ces procès, c'est vraiment une avancée significative pour notre pays. C'est ancré dans notre histoire qu'il y a eu un président démocratique qui a livré son directeur de cabinet. Le président Tshisekedi a livré son directeur de cabinet pour être jugé devant les instances judiciaires parce que soupçonné d'avoir détourné l'argent du trésor public. Vous voyez? Il a été livré. Mais vous savez, le droit, l'état de droit que nous faisons en lisant la République démocratique du Congo, si son application est totale, ça va déranger beaucoup de personnes parce qu'on ne sait pas comment fonctionnent les instances judiciaires ou parfois comment ça s'applique certaines règles de droit. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez soupçonné que la personne a bel et bien détourné. Vous voyez, je ne suis pas porte-parole de M. Vital Kamerhe, mais les droits c'est aussi ça. Le droit, ce n'est pas fixer les tarifs directement, mais on juge d'abord. On juge si on retrouve sur les chefs de la personne les indices sérieux de la culpabilité. La personne peut être condamnée, et facilement même. Nous avions vu comment a évolué les procès 100 jours d'abord devant les tribunaux de grande instance. Il a été condamné. Et
devant la cour d'appel, il a été condamné, on a renvoyé l'affaire devant la cour de cassation. La cour de cassation a cassé, pourquoi? Parce que on a saisi le juge d'appel par la notification de date d'audience. Or, selon les règles de droit, on saisit le juge d'appel par l'acte d'appel. Mais ce qu'a fait la République, ce qu'on a saisi, ce qu'a fait la République, ce qu'on a saisi le juge d'appel par l'acte, par la notification de date d'audience. Raison pour laquelle le juge de cassation a cassé. C'est ça même le droit et les bons droits que nous soutenons. Et je vois le professeur, s'il vous plaît, le professeur Niablungu a écrit d'ailleurs, a tweeté, il a dit l'acquittement n'est pas la proclamation de l'innocence. Voyez-vous, c'est seulement que l'autre partie a présenté le preuve qui n'ont pas convaincu le juge. Voyez, c'était aux avocats de la partie victime de présenter le preuve qui pouvait quand même convaincre le juge avant d'établir la responsabilité pénale. Vous voyez, ce n'est pas la question qui peut être écombée au président de la République ou parfois au gouvernement de Warrior. Petit à petit déjà nous chitons. Votre confrère, Maître Popol, affirme que il dit la justice congolaise à l'ombre des injonctions invisibles. Vital Kamerhe est condamné à 20 ans de travaux forcés en 2020. Une année après, à la cour d'appel, il a été condamné, mais sa peine a été révisée à la baisse des 13 ans. Et au niveau de la cassation, les juges a cassé la décision pour, selon les juges, dans la motivation du jugement, de son arrêt, il dit qu'il y avait eu violation de certaines dispositions du code de procédure pénale. Mais en vrai, pourquoi cette légèreté dans la façon de conduire un tel procès? Pourquoi au niveau du premier degré, je parle du tribunal de grande instance, au niveau du second degré, cette légèreté des juges, des magistrats et des avocats de la République? Parce qu'au temps de Kengwa Dondo, déjà si vous fixez l'affaire au tribunal et que vous êtes convaincu, vous avez terminé votre enquête au niveau du parquet et que vous arrivez au niveau du tribunal, vous perdez, vous devez être exclu définitivement. Mais pourquoi cette légèreté de la part de nos personnels judiciaires? Monsieur le journaliste, ce qu'il faut rappeler, c'est que le double degré de juridiction est un droit pour de cassation qui a cassé la décision pour cette irrégularité. Je rappelle que la Cour de cassation, ce n'est pas un juge de fait, c'est pourquoi la Cour de cassation n'a pas jugé les faits, mais elle a vérifié comment le droit a été dit. Et la Cour de cassation a senti que le droit a été violé à ce qui concerne quelques dispositions du Code de procédure pénale ont été violées. Et c'est pourquoi il a cassé la décision et renvoyé devant la cour d'appel. Je disais, c'est pas une légèreté, mais c'est ça la procédure pénale. Les compétences alors dans l'échelle du ministère public? Non, pas les compétences. Bon, moi je ne suis pas ministère public. Vous voyez, le ministère public, c'est l'organe de la loi. Lorsqu'une règle est violée, même lorsque la victime ne saisit pas la juridiction, et le ministère public peut s'autosaisir juste pour rétablir l'ordre qui a été troublé. Et c'était d'ailleurs au ministère public, mais aussi à l'avocat, aux avocats de la partie victime. Moi, je considère que cette partie a été au moins affaiblie, parce que je ne vois pas comment une telle personne pouvait être relâchée. Moi, je respecte les règles. Vous voyez, il est libéré, tout à fait normal. On est allé dans les règles. On est allé dans les règles, juste que le... Merci pour la question, monsieur le journaliste. Je disais, il y a un principe en droit administratif, c'est que la compétence et l'attribution. Vous voyez? Et je ne vois pas comment vous pouvez s'intéresser directement les instances judiciaires de la République démocratique du Congo ou parfois le gouvernement quant aux propos recueillis par Maître Kokaouli, avec qui j'ai beaucoup d'estime. Vous voyez, là, ça appartient au Conseil de l'ordre si parfois un avocat a violé les règles qui sont établies par les codes de déontologie. C'est le conseil qui sanctionne l'avocat. Donc, Maître Kokaouli appartient à un conseil, vous voyez, un conseil d'avocats. Si parfois il viole certaines règles qui sont établies, c'est d'abord au conseil de les sanctionner, parce que ça, c'est même une notion de droit administratif, vous voyez.
il doit être d'abord sanctionné au niveau du conseil. Si parfois, au niveau du conseil, sa décision n'est pas la bienvenue, et il peut aller saisir directement le juge administratif compétent. Et là, le juge administratif va intervenir au degré d'appel. Mais aussi longtemps que le conseil n'a pas intervenu comme juge administratif spécialisé, le juge administratif de droit commun ne va pas aussi intervenir. Quand je dis le juge administratif de droit commun, on a le conseil d'État, on a la cour d'appel et les tribunaux administratifs d'appel. Mais le conseil de l'ordre des avocats, le conseil de l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des architectes se présente comme le juge administratif spécialisé. Lorsqu'il y a une règle qui est violée dans l'exercice de la profession des avocats ou parfois des médecins, il appartient au conseil de l'ordre de sanctionner d'abord au premier degré avant que le juge administratif de deuxième degré s'intéresse. Donc dans ce que vous venez de soulever, la justice congolaise n'a rien à voir avec ça. C'est la loi de février 1970 relative aux infractions d'audience qui reconnaît cette compétence au juge dès lors qu'il y a commission d'une infraction ou de la violation d'un règlement dans les chefs de l'avocat ou soit de son client et autres. Les juges peut acter l'incident à la fin d'audience par les biais de son greffier et saisir les conseils de l'ordre dont relève l'avocat. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce qu'en fait, vous êtes très positif pour l'état de droit. Vous ne parlez même pas de l'avènement, vous parlez de l'effectivité de l'état de droit. Et une certaine opinion peut croire que vous êtes tendancieux, comme si vous serez des l'IDPES, comme si vous êtes sympathisant du pouvoir. Et pourtant, vous dites que vous êtes indépendant. Pourquoi vous ne voyez pas la poutre qui se trouve dans l'œil de l'IDPES pendant qu'elle a tant vanté l'état de droit? Aujourd'hui, nous avons des nouveaux riches, nous avons des gens qui sont au-dessus de loi. Et vous n'êtes qu'en train de fustiger l'acquittement des Camérés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus auteurs coupables de détournements, mais ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi, maître de grâce? En fait, je suis intervenant indépendant dans votre émission. Je ne soutiens pas l'UDPS ou parfois le pouvoir en place. C'est pourquoi j'ai dit qu'on le problème, c'est que nous devons être bornés aux textes qui sont établis. Moi, je suis juriste. Je ne peux pas être penché sur les sentiments. Vous voyez, je ne peux pas être penché sur les sentiments. J'examine les règles. Je vois il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Il y a même le ministre Tony Mwamba qui a été interpellé la fois passée. C'est un ministre de l'IDPS. Voyez-vous, il y a des faiblesses. On doit améliorer. L'état du droit, c'est une fin. Vous voyez, même les États-Unis ou la France n'ont pas encore atteint les vrais niveaux là, tu vois. C'est une fin en soi. Mais la progression est au moins positive en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, pendant son premier mandat ici, nous voyons au moins l'avancée significative avec l'état de droit. Nous voyons les gens des détournements spectaculaires. Mais les gens qui détournent sont interpellés avec le régime. Les dépassements budgétaires. Avec le régime, avec les régimes de Kabylie, il n'y avait pas les ministres qui étaient interpellés. Les gens du FCC étaient les intouchables. Mais aujourd'hui, nous voyons quand même les gens de l'IDPS, le ministre de l'IDPS, ou les ministres interpellés. Ouais. Vous savez, vous devez retenir une chose. Si parfois le président de la République était contre même le procès Kamel, il n'allait pas livrer Kamel. Parce que c'est une humiliation, c'est une aberration que l'ancien ou l'ex-directeur de cabinet du président de la République ne pouvait pas quand même l'avaler directement. Vous voyez? Mais il a accepté, le président de la République a accepté de livrer. C'est une humiliation. Mais à cause de l'état de droit, à cause des règles qui sont établies, le président de la République a dit non, toi comme tu es innocent, tu te dis que tu es innocent, va répondre devant la justice. C'est plusieurs fois si il a cité le président de la République. En fait, il n'a pas cité le président. Je ne dis pas comme détourneur, mais il dit j'ai agi sur instruction. Le président le savait, mais pourquoi est-ce que le président n'avait pas été interpellé? Juste en qualité de renseignant. Je sais qu'il s'agit du président de la République, mais la justice doit suivre son cours. En fait, nous devons revoir le procès 100 jours. Il a agi dans les missions du chef de l'État pour exécuter les projets.
Mais ici, le problème, c'était la traçabilité des fonds qui sortaient du trésor public. On doit faire au moins la part des choses, vous voyez. Il agissait sur instruction du président de la République parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore un gouvernement. Nous avions un gouvernement, Bruno Tshibala, qui était déjà démissionnaire, et nous avions un gouvernement qui était en train, mais non investi encore. C'est pourquoi le président de la République avait prévu un projet urgent de 100 jours. Il agissait avec l'impression du président de la République. Mais le problème ici, c'est la traçabilité. Comment l'argent a été décaissé, qu'a servi l'argent sorti du trésor public. Vous ne trouvez pas une sorte de complicité criminelle entre le président de la République ou soit même une complicité délictuelle entre le président de la République et je dirais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et c'est pas pour flatter l'opinion, parfois les flatter, c'est quelqu'un qui a d'une moralité exagérée. Ouais, c'est quelqu'un d'une moralité. Vous affirmez comme si vous avez été avec lui, vous avez vécu avec lui. Je vous dis, c'est quelqu'un d'une moralité exagérée. Il ne veut pas se retrouver dans de telles bêtises. Vous voyez, voire même son directeur de cabinet, aujourd'hui, on l'a acquitté parce que les gens qui disaient qu'il a volé, même le maître, vous venez de citer, maître Coco Kaoudi, n'a pas pu sortir le preuve. Hein? Il n'a pas pu étayer l'accusation avec le preuve solide pour convaincre le juge. Vous voyez, ne serait-ce que pour les directeurs des cabinets qui étaient, selon les communs des menteurs ou la population, auteurs de l'infraction. Et comment parlerez-vous d'un président qui est, d'ailleurs, vous savez, il est main blanche, vous voyez, il ne touche pas à l'argent du trésor public. Vous avez vu le premier voyage, il a retourné même l'argent restant. Mais les gens disent non, les voyages suivants, ils retournent toujours, mais c'est le problème de la communication, vous voyez. C'est le problème de la communication. Le président Tshisekedi, c'est comme Jésus. Quand il fait, il dit que non, va, mais ne dit à personne. Ah, maître des gars, vous êtes en train d'extrapoler quand même. C'est pas ça. Pareil, Tshisekedi à Jésus-Christ, c'est grave. Non, j'ai dit, je ne compare pas, tu vois, les phénomènes, je compare les phénomènes. Jésus, quand il guérissait, il disait, va, mais ne dit à personne. Il fait les biens, mais il ne dit pas. Le Tshisekedi est là, il ne vole pas, il retourne l'argent qui reste dans ses voyages. Il n'est pas obligé chaque fois de vous pouvez donner des estimations par rapport à la fortune de Tshisekedi. Aujourd'hui, il a combien? Il est entré au pouvoir avec combien? Et aujourd'hui, il a combien? Parce que l'article 99 de la Constitution reconnaît la Cour constitutionnelle cette compétence de pouvoir savoir les biens meubles, immeubles et même en termes de monnaie fiduciaire. Donc, les candidats, les potentiels candidats, et même après la sortie du pouvoir aujourd'hui, donnez juste des estimations en ce qui concerne la fortune de Tshisekedi. Parce qu'on a vu son fils faire des folies à Dubaï, nous avons vu, et ses proches aujourd'hui sont de nouveaux riches. Acceptez-le au moins. Je dirais le président de la République, comme venez de le dire, on doit d'abord contrôler ses biens avant l'entrée au pouvoir et nous après. Mais moi je ne suis pas l'autorité compétente, bien entendu, la compétence et l'attribution. Je ne sais pas calculer ces voitures, parfois c'est pire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un président de la République. Son salaire, c'est $1 par chaque civil. Est-ce que ça doit être réglementé par la loi des finances? Ça doit être réglementé. C'est ça même le principe. C'est ça même le principe. Pour te dire que non. Donc si on est à 100 millions, le président a $100 millions chaque mois. C'est ça même le principe. Mais je ne pense pas que ce soit le cas avec le président. Parce qu'il disait la fois passée que non, son salaire ne l'intéresse pas. Son salaire ne l'intéresse pas. C'est un président de la République. Il a droit à un salaire, il a droit à un prime. C'est tout à fait normal qu'il soit enrichi avec le pouvoir. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. A fortiori, un président de la République qui a son salaire, bien entendu. Et donc c'est un président qui a aussi son salaire, mais il n'entre pas dans les bêtises de détournement tout consort. Et aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes brillant, et une fois au pouvoir, quelles réformes apporteriez-vous, soit en relation avec votre formation académique, ou soit une vision que vous serez portée? D'ailleurs, si Dieu le veut, je serai candidat en 2023, candidat gouverneur de la ville de Kinshasa pour remplacement de M. Jean-Tumi Mobila. Vous voyez, dans ces pays, chacun, tu vois, d'ailleurs, un bon État, c'est lorsqu'un gouvernement vient, il fait son travail, il laisse, l'autre vient, il continue sur ce qui a été déjà fait. Le mal avec le régime passé, c'est que vous voyez les routes qui sont délabrées. Pourquoi? Parce que les routes ne sont pas bien construites. À chaque fois, on doit rétropédaler pour faire ce qui a été déjà fait mais mal fait. Vous voyez?
Aujourd'hui, là, nous voyons vraiment la mégestion de M. Gentini Ngobila à la tête de notre province. Vous voyez, il y a des carnivaux qui sont pleins. Je vois, on tire certains carnivaux ici. On ne sait pas là où j'étais, même les immondices. Les recyclages des déchets. Seulement parce que Gentini ne connaît pas Kinshasa, ou parfois ses collaborateurs ne connaissent pas Kinshasa. Est-ce qu'il connaît les gens qui restent à Mafunji, là-bas, en Gafan, au fond? Est-ce qu'il connaît les gens qui restent à Kiki, Makimante, qui est là-bas au fond? Quels sont leurs problèmes? Gouverner, c'est savoir aussi les problèmes de chaque quartier, de chaque commune, comme ça, vous allez bien résoudre aux problèmes. Même lorsqu'on tire les carnivaux là. Il y a d'autres quartiers qui ont besoin de ces immondices. Mais pourquoi parce qu'il y a des érosions. Pourquoi ne pas l'écarter? En fait, Gentini Ngobila parce que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir. Je ne suis pas l'autorité compétente, je disais, et la compétence et l'attribution. Oui. C'est quelqu'un qui. Non, je vous pose juste une question, pourquoi ne pas l'écarter en fait, il n'est pas compétent à la hauteur des. Mais il faut qu'il y ait une motion de défiance ou parfois une motion de censure au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais le mal, c'est que tous les députés provinciaux de Kinshasa sont sous-traités par Gentini. Le problème, c'est qu'ils ne sont même pas dans l'Assemblée provinciale. Les gens qui sont là, ce sont leurs suppléants. Et tous sont engagés dans le ministère provincial. Ouais. Ce qui fait que la personne qui est là dans l'Assemblée provinciale, c'est un suppléant. C'est quelqu'un qui est souffré, il est maintenant dans l'Assemblée provinciale. Il sait bien que si Gentini quittait le pouvoir, mon mentor va tomber. En conséquence, il va remplacer son poste dans l'Assemblée provinciale. Moi aussi, je vais partir. Exactement. Donc, il est là, il ferme quand même sa bouche dans l'observation ce qui se passe, parce qu'il sait bien que non, je me retrouve. Mais moi, une fois que je serai à la tête de la ville de Kinshasa, on saura parce que moi, je connais Kinshasa, j'ai sillonné tous les coins de la ville de Kinshasa, je connais les problèmes de chaque quartier, de chaque commune. Bon, je sais comment résoudre les problèmes de la population de la ville de Kinshasa. Et surtout ce qui concerne la propriété de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est devenue très sale. Il n'y a pas de route. L'argent des vignettes, je ne sais pas, ça part où. Aujourd'hui, vous avez peint un tableau sombre de la gestion chaotique, selon vous, de M. Gentini Ngobila. Vous dites qu'une fois à la tête du gouvernorat provincial de Kinshasa, compte tenu de l'expérience que vous avez de la ville de Kinshasa, vous l'amènerez à son âge d'or, à son apogée. Mais dites-nous un pays, aujourd'hui vous êtes indépendant, alors aux élections de 2023, et vous allez vous aligner certainement au moins sous le label d'un parti politique, d'un regroupement politique. Quels seraient ces partis politiques ou ces labels politiques qui ont ou qui a les mêmes convictions que vous? En fait, nous avons beaucoup de leaders politiques qui ont vraiment l'ambition, qui cadrent avec ma morale ou parfois mes ambitions. Mais demain appartient à Dieu. On ne sait pas, jusque-là nous sommes indépendants, on ne sait pas comment nous pouvons nous aligner. Mais je préfère être indépendant, comme ça je serai libre de penser. Est-ce que vous croyez que vous aurez les chances de remporter parce que c'est difficile à Kinshasa aujourd'hui? En fait, la vérité finit toujours par éclater, quelles que soient les conditions. Vous voyez, on va exposer devant l'Assemblée provinciale. Nous allons exposer les projets, nous allons les défendre devant l'Assemblée provinciale. Je ne pense pas que ces députés de 2023 seront toujours naïfs pour suivre l'argent au lieu de l'idéologie, parfois l'avancement de la vie de Kinshasa. Mais nous allons voir en 2023, Dieu sera là pour la vie de Kinshasa, Funkimbangu sera là pour la vie de Kinshasa. Ils seront de notre côté pour que la vie de Kinshasa revienne dans son sens Kin Label. Maître de grâce Mouteba, expert des questions juridiques, surtout des droits privés et des droits administratifs, candidat à l'élection de 2023 et ambitieux pour prendre la tête du gouvernorat provincial de Kinshasa, affirme que M. Félix Tshisekedi est d'une moralité exagérée, il a les mains blanches, et qu'une fois à la tête du gouvernorat provincial de Kinshasa, Kinshasa redeviendra Kin Label. Et aujourd'hui,
faute d'un leadership éclairé au sommet de Kinshasa, nous avons les résultats que nous avons. Nous rappelons qu'il est juriste et il est aussi, d'ici là, il prête son serment en tant qu'avocat et nous lui souhaitons bon vent. Nous vous disons aussi merci beaucoup d'avoir reçu notre invitation et de bien vouloir partager en fait ce plateau avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir vous abonner, vous abonner et surtout plus de likes, partager nos émissions. Les meilleurs restent à venir et si vous croyez à ce qu'il dit, il est là, il est votre candidat, il est jeune, vous pourriez toutefois lui donner votre confiance et faire de lui ce qu'il veut devenir pour le bien du peuple congolais, particulièrement c'est de Kinshasa. C'est pourquoi nous vous disons merci et restez branchés sur nos antennes, sur notre chaîne. À très bientôt, merci pour un nouveau numéro.